Voilà, donc avant de démarrer, je vais vous présenter, peut-être présenter les participants et les intervenants. Donc, je vais reprendre. Voilà, donc les différents participants ce matin, on a Fleur de l'Atelier des Langes, on a Samuel des Écosolis, on a Noémie et sa collègue, je ne sais plus. Voilà. Noémie de l'association Robot, on a Cédric de l'association Oasis Environnement, on a Virginie de Sing à Nantes, on a Diane d'Atao et de l'association Bidule Chouette, on a Fabien de Tête Haute, on a Sarah de Scopelli, on a Anne de Votre Second Souffle, on a Anthony de Beautiful, on a Simon de la structure BAM, on a Elodie donc, de l'association Robot, et puis on a Margot et Pauline, bonjour, de, voilà, de la Cocotte Solidaire, et également Étienne Laurent de Scopelli, qui vient d'arriver, et François Lemoine des Coursiers Nantais. Voilà pour les participants. Peut-être un ou deux vont nous rejoindre en cours de route. Je vais vous présenter l'intervenante. Donc, on a le plaisir là, ce matin d'accueillir Vanessa Chartier, la structure Et vous demain, qui est… donc, Vanessa, toi, tu as un parcours issu de la banque et puis également de longues années au sein d'accompagnement dans les réseaux de l'URSCOP. Donc, beaucoup de… Voilà, je crois 10 à 15 années de conseils en stratégie de management de transition. Et puis, également, tu interviens donc, depuis longtemps au sein des SCOP et puis au sein des Écosolis, notamment sur l'incubateur des Écosolis, sur différentes thématiques liées à la stratégie, modèle économique et autres. Voilà. Donc, avant de te passer la parole, et puis en termes de… Voilà, pour lancer un peu l'atelier, je voulais vous dire quelques mots, quoi. Voilà, vous rappeler donc évidemment, on vit une période particulière. On est en attente d'une reprise qui ne sera, on le sait, que partielle. Voilà, il faut se dire que, évidemment, votre environnement, notre environnement direct aura changé demain, avec forcément donc, des conséquences sur voilà, nos clients, nos publics, nos fournisseurs, nos prestataires, et donc sur l'organisation de notre activité. Alors, en effet, ça va se traduire différemment selon les structures. Ça va se traduire beaucoup par voilà, sans doute par des difficultés d'ordre économique, mais également à minima par des difficultés à minima des tensions de trésorerie fortes. Donc voilà, donc il s'agira aujourd'hui de voir quels sont les outils d'aide au pilotage et à l'aide à la prise de décision. Et puis également, l'idée c'est que, on l'a déjà vu, la crise montre que les acteurs de l'ESS ont de la ressource. On a vu pas mal d'entreprises qui parviennent à adapter leurs activités pour répondre à des nouveaux besoins. Donc, on a vu des exemples d'aide alimentaire d'urgence qui se mettaient en place. On a vu, et on en discutera, on aura peut-être quelques témoignages d'exemples d'approvisionnement en circuit court qui se mettent en place, ou encore de fabrication de masques, ce dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, on verra ça aussi dans un deuxième temps. Donc, peut-être au-delà d'une réponse temporaire, on peut se demander si cette crise n'est pas l'occasion de re-questionner aussi plus durablement les modèles économiques d'une structure, voire l'objet social d'une structure chez différents acteurs de l'ESS. Donc, autrement dit, voilà, peut-être se poser la question de voilà, cette crise peut-elle être en fait en partie une opportunité. Donc, on essaiera de répondre partiellement à cette question à travers la deuxième partie de l'atelier, puis le prochain. Voilà, je te passe la parole, Vanessa. Et puis quant aux participants, donc comme je le rappelle, donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions sur le chat ou à demander à prendre la parole. Parfait, merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin, effectivement, sur un atelier à enjeu interactif
qui amène effectivement, comme l'a dit Guillaume, sur la notion de pilotage. Alors, pilotage à travers des outils, mais aussi pilotage à travers la réflexion sur le positionnement. Donc, voilà. Donc, on va travailler ce matin. On a 2 heures pour ça, jusqu'à midi. On va travailler sur ces trois thématiques-là. Alors, comme c'est… alors, du coup, on a fait une petite blague. En tout cas, cette crise, elle est arrivée soudainement. Elle nous a mis un peu la tête à l'envers. Du coup, on s'est aussi mis un peu la tête à l'envers et on va commencer par la conclusion. Plutôt que de commencer par une intro, on va commencer par une conclusion. Voilà, c'est toujours plus sympa. Puisqu'elle nous met la tête à l'envers, nous aussi, on va s'adapter à elle. Et surtout, en fait, voilà, plus sérieusement, on viendra voilà, ensemble sur les 3 temps de la crise, les 3 temps qui ont été identifiés et qui vous mettent, vous, porteurs de projets, dirigeants, dans des situations de pilotage bien différentes. Donc, il y a d'abord eu effectivement cette première étape des mesures d'urgence. Là, ensuite, celle où on va beaucoup s'arrêter, c'est sur cette notion de pilotage. Et enfin, on se mettra sur la notion des perspectives et des opportunités aussi pour préparer dans le but de préparer et d'appréhender l'atelier 2 qui sera la semaine prochaine. Donc, commençons par la conclusion. J'allais dire que la phrase clé aujourd'hui que l'on entend à la fois de nos décideurs et un peu partout, c'est en fait on ne sait pas, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de champs sur lesquels on ne sait pas. Voilà. Et d'informations qui seraient pertinentes pour piloter et voilà, que l'on n'a pas ou que l'on n'a plus et qui nous poussent à dire cette phrase. Pour autant, l'enjeu de cet atelier, c'est aussi de se dire, on pourrait rester là-dessus, on pourrait se dire, je ne sais pas, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas. L'enjeu, c'est de se dire, bon, même si on ne sait pas, sur quoi on peut agir en fait. Où est-ce qu'on peut agir dans cette situation dans laquelle on est et comment en fait ne pas se cantonner juste à la je ne sais pas. Voilà. Donc c'est maintenant les champs d'action ils sont quand même restreints et surtout on va devoir les prioriser parce qu'un pilotage en temps de crise c'est vraiment prioriser et se focaliser sur un certain nombre de champs qui sont très très courts mais qui laissent pas effectivement place à beaucoup d'autres champs. Donc voilà, donc c'est un peu le mot aussi qu'on voulait vous passer. L'enjeu, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas agir. Maintenant, sur quel champ on peut agir. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas non plus rêver, on ne peut pas dessiner son horizon. En tout cas, si la crise nous est tombée dessus sans qu'on lui ait rien demandé, elle nous a pas pris nos compétences, elle nous a pas pris notre possibilité de rêver, notre possibilité d'agir. Ça, elle ne nous l'a pas enlevé. Et tant mieux, et personne ne nous l'a enlevé, donc on va pouvoir, c'est là-dessus qu'on va capitaliser pour s'en sortir et pérenniser nos structures. Voilà, c'était aussi en continuité de ce que disait Guillaume dans l'enjeu et l'objectif de ces ateliers. Donc si on vient sur les 3 temps de crise en fait, puisque cette crise elle nous est tombée dessus, enfin voilà le 16 mars. Avec effectivement des mesures gouvernementales qu'on a subies, alors notamment des fermetures administratives d'activités, des restrictions d'activités, des fermetures d'accès au public, etc. Enfin, des activités primaires et d'autres plus secondaires. En tout cas, on est sur 3 temps forts. Le premier temps qui a été un temps très court terme, voilà, sur les 15 premiers, voire le premier mois, mars-avril 2020, sur lequel on a mis en place un certain nombre d'actions. Et puis, on est là maintenant entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est-à-dire voilà, comment maintenant on se remet en tout cas, on réactionne le pilotage de nos activités, voire on se met à saisir des opportunités dans nos activités. En tout cas, la réalité de cette crise, elle est de 2 ordres en fait. C'est que, elle nous a arrêtés dans nos dynamiques d'activité, puisqu'on était plutôt dans des dynamiques d'activité, des dynamiques de projet, des perspectives. Globalement, on était plutôt là-dedans. Donc ça, elle a coupé net par rapport à ça. Et le deuxième effet de cette crise, c'est qu'elle nous a réduit notre fenêtre de vue en fait. Elle nous a ramené sur un champ de visibilité qui est très court. À la semaine, au jour, à la semaine, on dépasse à peine la semaine en visibilité, voire le mois. Enfin, voilà, on est sur un champ de visibilité très court. Encore une fois, et je le répète, ça, c'est effectivement ce qu'elle nous amène, cette crise, ce que l'on subit. Pour autant, elle ne nous a pas enlevé ni notre tête, ni nos jambes, ni nos bras. Et pour le coup, c'est comment, dans cet environnement qui est
est dégradé, mais qui est un environnement de crise, comment effectivement on continue d'agir ou on agit dans ce contexte qui est dégradé, mais qui n'est pas non plus durable. Hein. Un contexte de crise n'est pas un contexte qui dure des années. Voilà. Après, la question, c'est quand est-ce qu'on en sort et comment on en sort? C'est probablement les réponses que l'on n'a pas encore aujourd'hui, mais ce n'est pas un contexte durable. Voilà. Alors, du coup, si on se situe sur l'échelle effectivement du temps 1, du temps très court, hein, du mois de mars-avril, et qui est déjà un temps passé, la question qu'on avait envie de vous poser, c'est finalement vous, à l'échelle de vos structures et de vos projets, quelles mesures vous avez mis immédiatement en place dès le 16 mars? Qu'est-ce que vous avez commencé par mettre en œuvre, vous, dès le 16 mars, dans vos structures? Je sais pas, j'ai levé la main, mais du coup, peut-être. Vas-y, Fleur, de l'atelier des langes, je t'en prie. Ouais. Lançons-nous. Nous, enfin, pour le coup, on est plutôt pas trop impacté par la crise. On avait deux solutions pour les familles qui passent par nous et pour les couches lavables, et notamment une solution où les gens lavent leurs couches chez eux en autonomie. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que beaucoup de familles pour qui on lavait les couches ont accepté de basculer, et on a eu cette chance-là que les gens acceptent de nous suivre et du coup de basculer sur la version autonome de ce qu'on propose. Ça a été le gros truc qu'on a fait tout de suite, de proposer à toutes les familles de basculer en autonomie parce qu'on n'a plus de blanchisserie et qu'on n'allait pas continuer à faire 2 collectes par semaine dans le contexte. Donc la distanciation sanitaire des clients, en fait. Hein. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et puis de les pousser à basculer. Ils n'étaient pas forcément tous particulièrement enclins à laver leurs couches, et c'est pour ça qu'ils passaient par nous. Donc voilà, ça a été un petit travail de motivation de certaines familles. Merci. Peut-être Virginie de Singa? Nous, ça n'a pas trop influencé sur la question du modèle économique. Mais ce qu'on a fait, on est sur la création de liens entre les locaux, les habitants d'un territoire qui maîtrisent les codes et les nouveaux arrivants étrangers. Et du coup, ce qu'on a fait, on est beaucoup sur la rencontre via le groupe, mais on a aussi un programme de binôme. Et en fait, on est passé sur un programme de binôme relativement plus souple que ce qu'on fait normalement, c'est-à-dire l'idée de matcher un local, un nouvel arrivant, en fonction de l'ordre d'arrivée. Et du coup, on préconisait un contact par jour avec son binôme. Et voilà, on a lancé ça. Moi, je suis revenue de congé maternité le 15. Et du coup, on a pu lancer ça une semaine, 10 jours après. Donc, c'est ce qu'on a proposé. On voulait proposer des ateliers virtuels, ce qui n'est pas évident pour les porteurs d'ateliers qui sont déjà actifs au sein de notre association. Et là, on va lancer demain le premier blabla virtuel. Mais ça n'a pas été évident pour notre association. Voilà. Merci. Peut-être Étienne de Scopelli? Oui, alors nous, ce qu'on a mis en place dès le début, c'est comme on travaille sur un modèle coopératif où on a à peu près 900 intervenants par mois à Scopelli, et qu'on s'attendait à avoir une baisse de ce nombre de participants, on a commencé par revoir notre planning, réduire nos horaires d'ouverture. Ça a été vraiment immédiat avec une grosse réactivité là-dessus. Donc, on est passé de 900 intervenants par mois avec un planning réduit qui devait être plutôt autour de 200 à 300 personnes. On a revu également notre modèle de gouvernance, puisque nous, on avait un modèle de gouvernance qui était un peu plus compliqué avec 2 instances de décision. Là, on a tout de suite mis en place une instance qui se réunissait de façon hebdomadaire pour revoir les procédures d'hygiène. Et puis, évidemment, très vite, la partie mise en place des mesures d'hygiène au sein du supermarché, distanciation sociale, nettoyage très régulier de l'ensemble des surfaces, avec
avec des postes dédiés à cette hygiène. Et également aussi très rapidement se mettre d'accord sur le maintien de l'activité pour soutenir les producteurs, enfin pas maintenir nos achats auprès des fournisseurs et réfléchir à l'adaptation des volumes en période de Covid. Donc ça, été un peu ce qu'on a fait de manière le plus immédiat, quoi, dès le début. Merci. Vous n'avez pas mis en place je sais pas, de procédure de chômage partiel, de choses comme ça? Non, non, non. Nous, on a 3 salariés. Donc, effectivement, ça a été aussi des recommandations, limiter le maximum la présence. Donc, on a eu une forme de bascule en télétravail pour les salariés, mais il n'y a pas eu de chômage partiel. Et au contraire, les salariés ont été particulièrement nécessaires depuis le début du confinement. On s'est vraiment beaucoup appuyé sur les salariés dans cette période. Merci. Peut-être Margot ou Pauline de la Cocotte Solidaire. Pardon, il n'y a que Margot, bonjour. Pour nous, c'était cessation de toute activité, fermeture administrative du lieu et chômage technique. Donc, c'est aussi pour donner un autre point de vue. Voilà. Merci. François des Coursiers Nantais. Alors, je te propose peut-être, François, de garder ton témoignage peut-être pour un peu plus tard, là, sur une partie un peu, voilà, comment la crise permet de réorganiser vraiment autrement une activité, enfin, comment tu pivotes vraiment dans une activité, si ça te va. Oui, complètement. Mais je me disais aussi qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait peut-être aller trop loin sur cette partie-là de mise en place du 16 mars. Très bien, je me garde pour plus tard. Ça marche. Et ben, je crois que Vanessa, on peut continuer. On peut continuer? Ok, donc effectivement, un souvenir. Alors, c'est l'occasion aussi de rappeler quand même que voilà, la première allocution gouvernementale, ou présidentielle, pardon, elle a eu lieu le 12 mars, la deuxième le 14 et le 16, le lundi matin. Hein, souvenez-vous, c'était qu'il y a qu'un mois et demi, mais le 16 mars, on arrive effectivement le lundi matin avec voilà, des fermetures ou des injonctions de fermeture administrative qu'on n'a pas, voilà, même pas pu anticiper ou vu voir. En tout cas, c'est aussi de rappeler que finalement, cette crise, on n'en est pas responsable. Hein. On n'a pas la responsabilité de cette crise. On n'a pas fait de conneries dans la situation où on est. On n'a pas fait de conneries, en fait. Hein. Voilà, elle nous tombe dessus. Donc, ça veut dire aussi qu'effectivement, la première étape, hein, qui est celle du 16 mars, alors vous l'avez exprimé à vos endroits, mais en tout cas, vous vous êtes mis dans une posture plutôt de protection, en fait. Hein. Protéger, sécuriser. Que ce soit sur un plan sanitaire ou sur un plan économique, ça a été à la fois de sécuriser les salariés, les salaires, les clients. Ça a été dit effectivement par Scopelli, je crois que c'est Laurent, c'est ça, Laurent de Scopelli. En tout cas, voilà, protéger, sécuriser les salariés, les salaires, la structure et le dirigeant, puisqu'effectivement, hein, on venait aussi chercher la responsabilité du dirigeant dans sa responsabilité à protéger ses salariés et assurer la protection au moins sanitaire de ses salariés. Donc, pour le coup, vous avez mis un certain nombre d'actions en place, hein, comme chômage partiel, télétravail, distanciation. Et puis, ça a été souligné, ce qui est pas souligné ici, c'est effectivement toutes les actions de communication interne et de mobilisation de la gouvernance autour de ces objectifs. Donc ça, c'était vraiment les mesures d'urgence à enjeu de protection et de sécurisation face effectivement à cette crise sanitaire qui nous arrivait et des injonctions qui venaient percuter directement nos activités. Donc, évidemment, la percussion, elle a été différente selon vos activités, mais globalement, vous avez été dans ce système-là. Et puis, une fois passé cette… alors, quand on est dans ce contexte-là, évidemment, on met ça en place, mais ça ne suffit pas, effectivement, ça suffit pas pour les activités et la structure. C'est les premiers éléments instinctifs de sécurisation, mais ensuite, effectivement, il y a la question de l'activité économique, du modèle économique des clients et du pilotage économique humain et économique de la structure.
Alors, quand on arrive effectivement sur cette étape 2, hein, qui est celle du pilotage, une fois avoir mis les actions d'urgence en place, la question c'est de se dire finalement quel est le degré d'activité et quand est-ce que cette activité va repartir. Est-ce que vous, voilà, avant d'entamer cette dimension pilotage, est-ce que vous pensez que l'activité repartira avant l'été 2020? Je précise 2020. J'aurais dû le mettre. 2020. Moi, je veux bien répondre pour l'association Votre Second Souffle. Anne, ouais. Donc oui, effectivement, nous, on voit bien que ça va repartir. Donc nous, on accompagne les proches aidants pour éviter qu'ils ne s'épuisent au domicile, puisque c'est des personnes qui s'occupent au quotidien d'un proche qui est fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap. On a arrêté une grosse partie de nos interventions, mais on a développé d'autres types d'interventions pendant la crise, avec notamment des interventions en urgence pour pallier les structures qui ne peuvent plus accueillir les personnes fragilisées et pour pas effectivement laisser les dents s'épuiser tout seuls et éviter les hospitalisations de l'un ou de l'autre. Et donc, toutes les interventions qui sont en pause, on voit bien qu'elles vont repartir là, en juin, je pense, à peu près. Voilà pour nous. Okay. D'accord. Sur le chat, il y a Cédric d'Oasis Environnement qui, lui, pense que ça ne repartira pas avant janvier 2021. Peut-être un petit mot, Cédric? Oui, notre activité, elle est liée aux entreprises et à la réduction des déchets dans les entreprises. Donc, les situations, voilà, l'entreprise se rétracte, va d'abord consolider son modèle de trésor, payer ses salaires, son activité cœur, tout ce qui est RSE, environnement et autres, ça va forcément au com, ça passe en second plan. Et donc, c'est des budgets qui sont verrouillés, à minima jusqu'en 2021. Moi, je pense même 2022. Voilà. C'est pas très optimiste, mais de toutes les manières, on va être en décroissance, donc ça fait aussi, ça donne tous les grands patrons ou même les directeurs, les chefs d'entreprise vont vouloir avoir une sécurité pour l'avenir. Et là, ils ne vont pas avoir de visibilité à quelques mois maximum, peut-être même moins. Donc, ils vont garder leur trésor, donc pas faire de dépenses excessives, quoi. Je pense. Enfin, en tout cas, pour mon secteur. Anthony de Beautiful? Oui, bonjour à tous. Donc nous, de notre côté, c'est une activité qui est essentiellement en groupe, donc avec contact avec des personnes, hein. C'est compliqué pour nous de faire de l'éducation environnement et de l'animation à distance, même si évidemment on peut imaginer des supports numériques, mais voilà, pour l'instant, c'est pas le choix vers lequel on s'est porté. Donc nous, on pense qu'il y aura une reprise à partir du mois de juin, j'espère un petit peu avant, puisqu'on intervient dans les copropriétés notamment. Et on commence à imaginer des protocoles pour essayer de rassurer, parce que nous, évidemment, l'idée, c'est qu'il y ait des participants quand même. On va limiter en fait le nombre de participants à 10 personnes. Ça correspond à peu près aux mesures gouvernementales, en tout cas à ce qu'on entend. Donc évidemment, éditer une sorte de charte ou voilà, une sorte de protocole, évidemment, avec pour tous les intervenants, évidemment, le masque obligatoire. On se voit mal obliger les gens à porter un masque, mais on suppose que si l'intervenant en porte un, ça devrait pouvoir inciter les gens à en porter un aussi. Peut-être imaginer un stock de masques, au moins 10 masques. Après, ça incite toute une logistique de nettoyage. Donc ça, je ne sais pas du tout comment on peut résoudre ce genre de choses. Voilà, en tous les cas, on réfléchit avec les partenaires à un mode d'intervention, à un protocole d'intervention qu'on va valider avec le donneur d'ordre. Donc, ça peut être le bailleur social ou le syndic de copropriété. Et une fois qu'on aura la validation de ces donneurs d'ordre, on espère, en tout cas, il va falloir qu'on reprenne une activité assez rapidement, parce que pour nous, la saison, c'est une activité qui est saisonnière et qui s'écoule entre le mois de mai et le mois d'octobre au plus tard. C'est bon, Guillaume? C'est bon. Ok, très bien. Donc, merci effectivement pour vos témoignages avec, voilà, avec cette… alors là, on est vraiment dans la rhétorique de je ne sais pas, en fait, hein, et de l'absence de visibilité à la fois sur
quand est-ce que l'activité va repartir, et on voit bien qu'en fonction de vos domaines d'activité, les choses elles sont différentes, et surtout quelle va être l'intensité et le rythme de reprise en fait. Au-delà de la date de reprise ou de la période de reprise, c'est quelle va être l'intensité de la reprise qui va être sur vos marchés. Alors c'est pour ça qu'effectivement, quand on est dans ces périodes de crise, dans cette période de crise, l'enjeu c'est quand même de pouvoir se donner, même si on n'a pas toute la visibilité et si on a des zones de je ne sais pas, l'enjeu c'est quand même de pouvoir, avec les éléments que l'on connaît et les éléments sur lesquels on peut agir, de se donner un minimum de visibilité ou en tout cas de champ d'action. Et c'est pour ça que quand on parle de pilotage en temps de crise, on réduit généralement les outils de pilotage à leur strict minimum. Ça ne sert à rien d'en avoir des caisses entières parce que finalement, ça peut potentiellement faire peur et puis en plus, c'est chronophage. Donc l'enjeu, c'est de se concentrer sur un ou deux outils de pilotage qui permettent, de se projeter, d'anticiper et surtout d'agir ou de réagir. Et le premier outil qui paraît pertinent et en tout cas qui permet l'action, c'est le plan de trésorerie, aussi parce qu'il y a un enjeu effectivement d'aller sécuriser sa trésorerie ou en tout cas ses financements, ses ressources de financement, qu'elles soient sur le marché ou qu'elles soient d'autres natures, et puis les décisions que vous pourriez être amené à prendre sur vos modèles économiques. Donc l'enjeu, il est effectivement de piloter par des outils simples, efficaces et peu nombreux, pour vous permettre d'agir, de réagir, d'anticiper si c'est possible aussi, et sur la base de 2 scénarios structurés par vous. Donc, quand on parle de scénario, c'est évidemment un scénario dégradé et un scénario hyper dégradé. C'est-à-dire qu'effectivement, on va travailler sur la période de reprise et le rythme de reprise. Encore une fois, toujours dans cette logique de je ne sais pas, bien sûr, ce qui nous entoure aussi, c'est le je ne sais pas, on ne l'évacue pas, le je ne sais pas. Mais ça n'empêche que ce n'est pas pour autant que, c'est pas parce que je ne sais pas que je ne peux pas aller regarder ce qui se passe et commencer à travailler et piloter mon activité. Donc, si effectivement on part de l'outil central de pilotage qui est le plan de trésorerie, alors je pense que c'est un élément que vous aviez déjà dans vos activités ou sur lesquels vous pouviez déjà avoir des éléments d'information. Là, il devient vraiment central. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est au plus proche des exploitations, à la fois dans ce qui rentre en fait, dans les rentrées d'argent, dans les rentrées de trésorerie, et dans ce qui sort, c'est-à-dire les sommes que vous devez régler. Et la différence par rapport à un budget prévisionnel, c'est qu'il n'est pas sur le chiffre d'affaires que vous faites, il est sur les sommes qui sont réglées par vos clients. Et dans ces temps de crise, un des éléments et un des nerfs de la guerre, c'est quand même le client, dans sa capacité. Alors, sachant que le client, pour vous, en fait, il a plusieurs casquettes et il en a au moins 2. Il est client acheteur et aussi client payeur. Et le fait de piloter son activité par un plan de trésorerie va permettre effectivement de mesurer dans vos rentrées d'argent le client acheteur, mais aussi le client payeur, c'est-à-dire sa capacité à payer et à honorer ses factures. Parce qu'on est aussi dans un moment où effectivement ça se tend un peu, en tout cas notamment quand on est à travailler avec des entreprises, ça peut se tendre chez nos clients et l'enjeu c'est bien de se faire honorer les créances et les actions que l'on conduit. Donc, le plan de trésorerie permet d'évaluer ça, en fait, et de projeter ça, votre capacité à aller vendre à vos clients et aussi leur responsabilité à vous payer. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et au mois, voire certains le font à la semaine, mais bon, après, c'est aussi en fonction de vos activités, mais ça permet effectivement d'avoir une visibilité. Alors, quand on parle effectivement de structuration d'un plan de trésorerie, faites-le pas au pire à la fin de l'année, au pire à horizon fin décembre, ça sera déjà un bel exercice. Franchement, c'est déjà un bel exercice. Et puis, après, il y a effectivement aussi toutes les charges que vous avez à payer sur vos activités et qui peuvent être effectivement repris au mois ou repris au trimestre. Et ça, j'allais dire que ce qui peut être intéressant, sans que ce soit une usine à gaz, c'est de distinguer dans vos charges fixes de vos charges variables. C'est d'autant plus important
que sur le second semestre. Si vous avez fait des reports de charges du premier trimestre, vous allez avoir sur le second semestre à payer les reports de charges. Donc, ça veut dire que votre point mort ou votre chiffre d'affaires minimum, vos rentrées clients à faire minimum chaque mois vont augmenter. Ça, c'est extrêmement important de savoir effectivement quelles sont vos perspectives de décaissement de charges fixes chaque mois et comment c'est couvert. Est-ce que c'est couvert par vos rentrées clients? Est-ce que c'est couvert par des rentrées de subventions? Si ça l'est, bah, tant mieux. Si ça ne l'est pas, sur quoi vous agissez et comment vous financez, c'est manque de trésorerie. C'est aussi simple que ça. Le plan de trésorerie n'a pas d'autre vertu que de vous mettre à l'action, si effectivement vous étiez amené à avoir des niveaux de charge plus forts que des niveaux de rentrée de trésorerie. Et la question, c'est de se dire sur quoi vous agissez pour passer cette étape-là et maintenir votre modèle économique. Ça n'a pas d'autre enjeu que ça. L'enjeu, il n'est surtout pas de faire un plan de trésorerie exact jusqu'à la fin de l'année. Absolument pas. L'enjeu, il est de se dire qu'est-ce qui se passe si on est dans un modèle dégradé, qu'est-ce qui se passe si on est dans un modèle hyper dégradé, et ensuite, chaque mois, à la réalité, qu'est-ce qui se passe et sur quoi j'agis en fait. Et sur quoi j'agis. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là, il y a déjà des questions particulières, Guillaume. Non, peut-être pour bien comprendre, donc, ce Ouais. que tu préconises, c'est voilà, de réfléchir à 2 scénarios et donc 2 plans de trésorerie, un très dégradé et un dégradé. Oui, c'est ça. Un plan de trésorerie dégradé, alors quand on dit dégradé, c'est qu'il est dégradé par rapport à ce qu'on avait projeté avant le 16 mars. Voilà, il est dégradé par rapport à ça, avec notamment il est dégradé là sur les ressources en fait, sur les entrées de trésorerie. Et quand on dit hyper dégradé, ça veut dire qu'on se met dans un scénario le plus moche possible et on se dit que finalement la reprise va être plus tardive et plus lente. Et qu'est-ce qui se passe si sur mon modèle économique, si la reprise, donc si sur mes rentrées d'argent, c'est plus long et plus tard? Comment je vais financer mes soldes de trésorerie négatifs? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Et l'enjeu, ce n'est pas d'attendre que ça arrive. L'enjeu, c'est d'anticiper et de mettre en place les mesures de couverture de ces soldes. Alors, il y a plusieurs solutions. Après, on peut dire que les mesures, alors on ne va pas trop aller là-dessus, mais on peut dire que les mesures de financement aujourd'hui, elles sont nombreuses. En tout cas, les entreprises n'ont jamais eu accès autant, effectivement, aux mesures de financement de trésorerie qu'aujourd'hui. Voilà, mais la question qui se pose à vous, c'est quand est-ce que se présente ce besoin, de quel niveau est ce besoin, notamment en hyper dégradé, et comment vous financez cette période-là. Voilà. Sachant que les sources de financement ne sont pas la seule solution. Ne sont pas la seule solution. Si je poursuis, en fait, l'enjeu de travailler aussi sur cet outil de pilotage, c'est pas juste de mettre des chiffres dans des cases, ça n'a aucun intérêt. Et franchement, un comptable, il pourrait le faire. L'enjeu de piloter par cet outil-là, c'est de se dire finalement, dans cette situation-là, qu'est-ce que moi je subis, qu'est-ce que ma structure subit et sur quoi je peux agir. Et vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, déjà au 16 mars, quand vous avez mis en place les mesures d'urgence, vous étiez déjà dans ces deux paradoxes, c'est-à-dire que vous avez subi l'arrêt des activités, les fermetures administratives, etc. N'empêche que vous avez agi, vous avez mis en place des mesures de protection. Voilà. Donc là, maintenant qu'on est dans une phase qui n'est plus la même, qui est une phase différente, vous avez toujours des champs d'action. On est bien d'accord, vous avez toujours des champs d'action qui vous reviennent. Alors, quand on dit ça, ça veut dire qu'effectivement, on subit des baisses de chiffre d'affaires, des annulations de chiffre d'affaires ou des reports de chiffre d'affaires, et on est bien d'accord que ce qui est perdu en chiffre d'affaires ne se rattrape pas. Quand on rentre en crise, quand on est en crise, ce qu'on perd en chiffre d'affaires, à aucun moment on le rattrape. Et l'enjeu,
c'est pas de courir après ou d'essayer de rattraper ce qu'on a perdu. Parce que ça, en termes d'énergie, c'est énergivore. Et surtout, c'est un rythme effréné, vraiment, et ça va vous épuiser et ça va vous épuiser, en fait. Donc, il y a un côté quand même, il y a un côté un peu psychologique. Donc, l'enjeu, c'est de se dire ce qui a été perdu, on ne le rattrapera pas, on le rattrapera jamais. Ceci étant, la question qui peut se poser à vous, si vous avez un peu de gouache et un peu d'énergie, c'est de se dire, finalement, voilà, on en est là, j'ai quand même des clients, j'ai quand même une offre. Alors, on le verra bien plus dans l'aspect opportunité, mais j'ai quand même des clients, j'ai quand même une offre. Qu'est-ce que je fais et sur quoi j'agis pour réactiver effectivement ces clients et l'offre sur laquelle je travaille? Est-ce que je dois bouger un peu mon offre parce qu'on a des clients qui sont plus dans les mêmes attentes qu'avant le 16 mars? Ils sont plus, voilà. Ou est-ce qu'effectivement, je vais avoir des actions beaucoup plus proactives sur mes clients pour aller les chercher les uns après les autres? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? De la même manière, sur mes achats, sur mes stocks, on est sur des niveaux d'activité qui sont détériorés par rapport à avant la crise. Donc, si je suis sur une activité où je vais acheter des matières ou acheter des produits, comment j'achète, où j'achète et comment je m'assure effectivement que mes fournisseurs ne déconnent pas à la fois dans les prix qu'ils me font et dans les délais qu'ils me mettent. La question également de l'organisation, c'est-à-dire que, alors même s'il y a une part d'inconnu sur la continuité du dispositif de chômage partiel, est-ce que pour le coup, comme je ne sais pas le rythme de reprise, est-ce que je fais du maintien d'activité partielle? Si oui, à quelle hauteur? Enfin, ça, c'est aussi des questions sur lesquelles vous pouvez agir, sachant que le dispositif de chômage partiel, on est encore dans l'attente de sa continuité ou pas. Mais n'empêche que cette question peut se poser aussi à vous, sachant qu'elle impacte directement votre modèle économique et vos charges fixes. Merci. J'ai envie de vous proposer un petit sondage qui aujourd'hui utilise vraiment le plan de trésorerie comme un outil de pilotage un peu au quotidien de sa structure. Vous pouvez lever la main sur la partie participants. Pas grand monde apparemment. Ouais, apparemment pas grand monde. Il y a non. Ce que j'ai sous les yeux, donc c'est à part la structure tête et haute, personne n'utilise aujourd'hui le plan de trésorerie un peu au quotidien comme outil de pilotage? Si, pardon, j'ai levé la main, mais ça n'a pas dû fonctionner. Cédric, ouais. Ouais, Cédric. Ouais. Alors, pas au quotidien, mais je l'ai fait en fait. Et j'ai fait deux modes, comme vous disiez, un dégradé et un peu plus optimiste. Et puis, voilà, et puis je le reprends en fonction. Mais c'est quelque chose que je vais reprendre peut-être au mois ou c'est pas la semaine. Je n'ai pas suffisamment d'activité pour regarder cette semaine. Où je le fais. Ok. Alors, en fait, du coup, il faut être aussi indulgent avec soi et simplement vous dire, voilà, par rapport aux structures que je peux accompagner, quelle que soit leur taille, je peux vous assurer que le plan de trésorerie était rarement, avant le 16 mars, c'était rarement au cœur du pilotage des structures. Vraiment. Donc là-dessus, soyez… je ne sais pas si c'est la notion de rassurer, mais on était sur des dynamiques d'activité, on était sur des… Voilà, en tout cas, c'était un outil qui était central, mais finalement, dont on pouvait aussi se passer ou regarder de loin. En tout cas, c'était vraiment pas au cœur des structures et vraiment pas au cœur des organisations pour piloter. Ça l'est devenu à partir du 16 mars. Et juste pour l'anecdote, et après je refermerai la parenthèse, à partir du 16 mars, sur une entreprise, j'ai accompagné les 15 premiers jours le DAF d'une entreprise de 400 personnes pour la structuration d'un plan de trésorerie. C'était une boîte qui fonctionnait sans plan de trésorerie. Voilà. Et on a commencé sur les 15 premiers jours, ça a pris 15 jours, pour pouvoir structurer un plan de trésorerie et donner un peu de visibilité au pilotage de la direction générale. Donc vraiment, soyez zen avec ça. C'était vraiment pas au cœur des organisations et des modes de pilotage des dirigeants, clairement. Ça l'est devenu. Ce que je suis en train juste de vous dire là, néanmoins, c'est pas un outil, non, enfin,
c'est un outil qui est intéressant si vous le pilotez vous, en fait. Si vous le pilotez vous, si vous en laissez le pilotage à quelqu'un d'externe ou à votre expert comptable, ça n'a pas de sens non plus. C'est bien à vous qu'il appartient dans le pilotage et les prises de décision. Voilà. C'est ça qui est important. D'accord. Donc, juste, si Guillaume. j'entends ce que tu dis, un plan de trésorerie, c'est 15 jours de travail avec une consultante spécialisée pour nous aider? Mais parce que du coup, il y avait une multitude d'activités. Là, c'est une entreprise qui avait 4 activités, donc il fallait, et puis il faut aller chercher l'information. Et c'était sur 15 jours, c'était pas tous les jours sur 15 jours. Mais on a mis 2 semaines, on a mis 2 semaines à avoir quelque chose de structuré. Ouais. Ouais. Mais on n'y a pas passé 15 jours entiers, Guillaume. OK? Et que ça, c'est la phase, juste pour finir là-dessus, ça, c'est la phase la plus longue. Hein. Construire son plan de trésorerie, c'est la phase la plus longue. Ensuite, le piloter, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, le plus gros du temps, il est sur la construction de son outil, hein, vraiment. Et rentrer les données, savoir où on va chercher les données, où elles sont, etc. Mais ensuite, une fois ce travail est fait, ça roule. Hein. OK? Alors, ça veut dire qu'effectivement, quand on travaille sur ces clients, on le verra aussi, hein, on verra ça dans la notion d'opportunité, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a ce qu'on perd, il y a le chiffre d'affaires ou l'activité qu'on perd avec ses clients, mais il y a ce sur quoi on peut agir. Et tout à l'heure, dans ce que Fleur a dit de l'atelier des Langes sur son activité économique, la première chose, ça a été effectivement entre guillemets, d'éduquer et de repositionner l'offre auprès des clients adaptée à la situation sanitaire. C'est-à-dire que plutôt que de subir un arrêt d'activité avec les clients, c'est de se dire je réagis, je me mets en proximité et je vais proposer une offre alternative qui me permet de tenir un niveau d'activité. Donc ça, effectivement, c'est probablement d'emmener de la proximité avec les clients par rapport à des choses que l'on subit, soit des distanciations sanitaires, soit des arrêts économiques. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs actions possibles vis-à-vis des clients. Je vais pas trop m'étaler ici, mais à chaque fois, en tout cas, qu'il y a une action sur un client, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un impact dans le plan de trésorerie. On peut aussi avoir, hein, dans des plans de reprise, de se dire on va jouer absolument sur les volumes et on baisse les prix. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un impact effectivement sur le modèle économique. Et est-ce que nos charges sont couvertes par des volumes avec des prix qui sont baissés? En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur nos clients? Alors, on reviendra là-dessus aussi sur le deuxième atelier avec les opportunités. On a appelé ça plan d'action commercial. Je pense qu'il faut aujourd'hui travailler sur un plan d'action client parce qu'on est sur des actions ciblées. On est en temps de crise en fait, hein, donc on est sur des actions ciblées et probablement ciblées contenues dans ce que vous allez faire et ciblées auprès de vos clients, de vos clients. On est moins sur des plans d'action qui sont très très larges. Et surtout, ce qu'on voit aussi apparaître sur ces temps de crise, c'est la communication, c'est-à-dire dire ce qu'on fait. Alors, l'angle de communication est important, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des angles de communication qui sont assez pourris, mais dire ce qu'on fait et mettre en lumière ce qu'on fait, c'est aussi un moyen de se rapprocher de ses clients et de communiquer et de travailler sur son plan d'action client. Ce qui est extrêmement important, c'est l'angle de communication que l'on choisit. L'enjeu, ce n'est pas de faire de la communication à tout va parce que ça peut être, ça peut être pourri, mais c'est aussi un angle qui est aussi dans votre champ d'action à vous, en fait, hein, à vous. Ouais. Voilà, et du coup, voilà, il y a aussi cette notion quand on est sur des activités à matière ou à négoce, c'est de se dire aussi on doit et on peut agir sur ses fournisseurs, au moins pour s'assurer qu'il y a une continuité de fourniture avec ses fournisseurs stratégiques. Hein. Donc, il y a certaines activités, notamment, alors on le verra tout à l'heure avec Tête et Haute, mais c'est pareil, il y a certaines activités du bâtiment, si les gars ils veulent réaliser leur chantier, il faut qu'ils aient la matière. Donc, ça veut dire que ces fournisseurs stratégiques, dans son plan de trésorerie, on ne peut pas arrêter de les payer. On doit les payer, on doit négocier avec eux pour qu'ils nous fournissent la matière et qu'on puisse
mettre en œuvre nos chantiers et se faire payer par nos clients. Donc, ces fournisseurs stratégiques qui sont importants, ça veut dire que pour financer nos creux de trésorerie, on ne pourra pas utiliser les fournisseurs pour financer nos besoins de trésorerie parce qu'on risque de couper la chaîne en fait. Donc, il faut faire gaffe aussi à maintenir sur nos fournisseurs stratégiques un lien et de la confiance avec eux pour qu'ils continuent de nous fournir et pas dans des prix qui sont aussi réaugmentés. Voilà. Donc, il y a ce qui rentre, il y a ce qui sort. Et il y a ce sur quoi, effectivement, vous pouvez agir pour maîtriser les sorties de trésorerie et assurer la continuité de vos activités. Dans un environnement dégradé où vous ne voyez pas loin, où vous ne voyez pas beaucoup et vous ne voyez pas loin. OK. Mais encore une fois, on ne vous a pas enlevé vos clients, on ne vous a pas enlevé vos compétences, on ne vous a pas enlevé vos savoirs, on ne vous a pas enlevé votre offre. Tout ça, on n'a pas enlevé en fait. Tout ça, la crise, elle n'a pas pris. Voilà. Voilà. Avez-vous une ou deux questions ou peut-être même un témoignage là sur voilà, des relations avec les fournisseurs qui doivent être réaffirmées ou des négociations qui auraient commencé dès maintenant? Enfin, pourrait être intéressant à partager. Eh bien, je propose que l'on poursuive. OK, super. Donc, ça veut dire qu'effectivement, voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est effectivement sans se faire peur, parce que l'objectif, c'est évidemment pas de se faire peur, mais c'est de se dire, voilà, travaillons sur un scénario dégradé et un scénario hyper dégradé. Et l'enjeu, c'est d'estimer le pic de besoin de trésorerie à minima jusqu'à la fin de l'année et d'activer tous les leviers de financement possibles ou les arbitrages que vous pouvez être amené à prendre sur vos activités. En fait. Et ça, du coup, voilà, ça permet aussi d'anticiper et de voir quels sont les leviers les plus pertinents sur lesquels vous pouvez agir. Voilà. Alors, avec voilà, une première règle d'or, c'est que, en fait, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que votre scénario dégradé et votre scénario hyper dégradé, en fait, les chiffres que vous allez mettre sont inexacts. C'est-à-dire que, et ce n'est pas votre objectif que de chercher l'exactitude des chiffres. Alors, vous connaissez une partie des chiffres, toutes les charges fixes, vous les connaissez, mais l'enjeu, ce n'est pas de chercher l'exactitude des choses. L'enjeu, c'est effectivement de rapprocher le réel du prévisionnel. C'est-à-dire, une fois que vous avez travaillé sur vos scénarios et bâti vos scénarios, c'est de se dire, voilà, chaque semaine, chaque mois, c'est vous qui avez le rythme, qu'est-ce qui se passe en réalité en fait? Est-ce que je suis au-dessus du prévisionnel, en dessous du prévisionnel? Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas et sur quoi j'agis? Voilà, si on avait prévu 100 de rentrées clients et que finalement on n'a que 50 ce mois-ci et 50 le mois prochain, déjà ça doit nous interroger, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez ce client? Est-ce qu'il est lui-même en difficulté? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque supplémentaire? Et moi, sur mon modèle, comment je réagis en fait? Est-ce que je vais chercher des lignes supplémentaires de financement ou est-ce que je vais travailler sur négocier mes charges et étaler mes charges encore plus? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si effectivement la réalité est un peu écartée du prévisionnel? Et puis, ça peut être aussi beaucoup plus positif de se dire, finalement, j'avais hyper dégradé mon scénario et finalement, je suis bien plus proche de quelque chose de dégradé que d'hyper dégradé. Donc, ça veut dire que, voilà, est-ce que je continue mes actions clients? Est-ce que j'intensifie mes actions de communication? Est-ce que je réinvestis un petit peu? Est-ce que je pousse un peu plus loin? Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? En fait, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et surtout, vraiment, plan de trésorerie, il faut un outil extrêmement simple. Pas d'usine à gaz, de trucs qui prennent 3 heures. C'est un outil Excel, ça suffit largement en fait, pour, encore une fois, parce qu'on est au maximum à la fin de l'année 2020. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des outils de dingue. Un outil Excel, ça suffit très, très largement. C'est simple et efficace surtout. Et puis, peut-être l'enjeu et un des enjeux dans une situation de crise comme ça, c'est surtout de vous faire appuyer par vos partenaires, c'est-à-dire que quand on construit un tel
un tel outil, ou en tout cas qu'on travaille sur deux scénarios. Surtout, l'enjeu, c'est pas de se faire peur. L'enjeu, c'est pas d'aller se dire, oh là là, mois de novembre, là, je passe pas. Oh. Non, c'est pas. L'enjeu, c'est pas d'aller se faire peur. L'enjeu, c'est plutôt, en travaillant avec vos partenaires, plutôt de commencer à avoir un effet miroir et de vous emmener sur le champ, effectivement, des solutions possibles pour passer cette période, là. Donc vraiment, c'est intéressant de pouvoir se faire appuyer sur cette période de construction. Je ne sais pas s'il y a des réactions là, Guillaume. Non. Non. C'est bon. Ok. Si, pardon, j'avais une remarque. En fait, ce que j'entends aussi et ce qui me vient instinctivement, c'est que sur toute la chaîne entre clients et fournisseurs, en fait, tout le monde est fragilisé aussi. Oui. Et donc, par exemple, nous, on se retrouve dans un contexte où nos fournisseurs vont augmenter leurs prix. Nos clients sont aussi des bénéficiaires qui sont aussi fragilisés, même dans leur pouvoir d'achat. Et du coup, c'est aussi une, enfin, c'est pas une question, c'est juste cette prise en compte à vraiment plus large, en fait, où on peut pas être tout seul sur notre adaptation d'offres, on va dire. Et la deuxième remarque que j'avais, c'était aussi sur juste très spécifique, ou si quelqu'un peut, un doc ou peut m'aiguiller sur le calcul des charges sociales sur du chômage partiel et, et comment aussi remettre bien mettre sur un plan de trésorerie du coup le remboursement de l'État sur du chômage total et partiel. Enfin voilà. Ouais. Ok. Voilà. Sur le premier point, quand vous dites, quand tu dis toute la chaîne est fragilisée, nos fournisseurs vont augmenter les prix, quand tu dis ça, c'est avéré ou c'est supposé? Non, c'est un peu supposé. Enfin, pour l'instant, en fait, c'est juste qu'il y a très peu de visibilité et juste là, les retours qu'on a eus, c'est simplement qu'ils sont eux aussi sont en gestion de crise et qu'ils savent pas en fait comment la situation va évoluer ou comment elle va être en septembre en fait. Si on a un retour d'activité comme avant, enfin voilà, l'idée là, c'est en tout cas ce qui se projette, c'est que surtout sur certains produits, en fait, on aurait une augmentation des prix. Ok. Et effectivement, c'est intéressant et c'est important ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle, la confiance inter-entreprise. Alors ça, c'est ce qu'on avait déjà connu en 2008 sur la crise de 2008, c'est-à-dire qu'une fois sorti, enfin pas une fois sorti, mais quand on reprend les activités et qu'on est sur des reprises d'activités, on est effectivement sur des modèles dégradés. Nos fournisseurs aussi et nos clients aussi. Mais on ne sait pas dans quelle mesure, comment et leur capacité à tenir. Et pour autant, n'empêche qu'on ne peut pas non plus du jour au lendemain changer de fournisseur. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, ça veut dire, effectivement, comment on arrive à se faire confiance et comment on travaille ou on retravaille ensemble en essayant de se faire confiance. Donc là, c'est pareil, il faut réamorcer des discussions avec les fournisseurs voilà, sur leur capacité à livrer, les prix, les conditions de règlement, et d'intégrer ça peut-être dans un scénario hyper dégradé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, effectivement, je dis n'importe quoi, j'ai mes fournisseurs qui augmentent leur prix de 40%. Qu'est-ce que ça impacte? En fait, il faut mesurer l'impact économique de ça. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose que tu supposes, pose-le dans un scénario hyper dégradé, c'est-à-dire mes fournisseurs, allez, tiens, va plus loin, mes fournisseurs, ils augmentent leur prix de 20% et ils me demandent de payer comptant. Bah, traduis-le économiquement, vois ce que ça fait dans le modèle économique. Est-ce que c'est une situation durable et comment les ressources se réajustent pour financer ça? Et comment on fait pivoter le modèle économique pour intégrer cette nouvelle donnée-là? Donc, il faut j'allais dire, ce n'est pas le plus simple, mais il faut le quantifier et va même jusqu'à des délais de règlement plus courts. Sans te faire peur, hein.
L'enjeu, vraiment, non, enfin, c'est hyper important. L'enjeu, c'est pas de vous faire peur. L'enjeu, c'est juste de se dire sur ce que vous savez ou sur ce que vous supposez, quelle traduction économique ça va faire. Et mettez des chiffres, parce qu'en plus, quand on met des chiffres, c'est un peu moins anxiogène, parce que vous allez pouvoir identifier là où vous allez pouvoir agir, ou pas d'ailleurs. Si ça se trouve, on ne pourra pas agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Et quel est, pour le coup, le rôle des parties prenantes sur l'évolution de ces modèles économiques? Mais pour intégrer et mobiliser les parties prenantes autour de l'évolution de ce modèle économique, il faut en mesurer les impacts chiffrés. Tu vois? Est-ce que ça répond? Je ne sais pas si ça répond bien à ta question ou si tu avais besoin d'une réponse déjà, peut-être pas en fait. Non, si, merci. Il n'y avait pas de question en fait, c'était juste à chaud les premières remarques qui me venaient comme ça. Voilà, mais merci. Mais tu as raison, hein, toute la chaîne est fragilisée, mais encore une fois, ça n'empêche pas d'agir. C'est d'autres modes de fonctionnement beaucoup plus précautionneux, beaucoup plus à l'anticipation, mais ça ne peut pas empêcher d'agir. Merci. Guillaume, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. A priori, pas pour le moment. Ok. Alors, par contre, sur la deuxième partie de la question, moi, je n'ai pas les réponses, mais on les trouvera, je pense, hein, Guillaume. Ouais. Oui, on essaiera de te les trouver. Je rappelle qu'il y a des permanences ou des hotlines, là, experts comptables ou avocats spécialisés que vous pouvez activer, voilà, soit en passant par la newsletter, en vous inscrivant à des permanences, soit en passant directement par nous si vous n'arrivez pas, s'il n'y a pas de créneau avant un certain temps. On essaiera vraiment de répondre à vos questions. Voilà, et c'est ce qu'on a aussi commencé à aborder aussi, c'est cette notion finalement de seuil de rentabilité. Alors là, c'est pareil, hein, l'enjeu, c'est pas de le calculer, de vous enferrer dans des prix incroyables, dans des trucs incroyables, mais c'est de travailler voilà, avec un partenaire externe. Mais en tout cas, il y a forcément les entreprises et les projets aujourd'hui, elles voient leur modèle économique bouger de toute façon parce qu'on est sur des reports de charges, des baisses d'activité, etc. Donc, ça veut dire que c'est intéressant aussi de regarder sur la fin de l'année 2020, là, sur le deuxième semestre, au regard des scénarios dégradés et hyper dégradés que vous avez projetés, finalement, comment va évoluer votre seuil de rentabilité? Est-ce que du coup, combien coûte ce que je vends en fait, hein? C'est toujours cette question-là. Donc, si vous vendez des heures, combien ça me coûte? Si vous vendez des litres de bière, combien ça me coûte? Sachant qu'effectivement, vos modèles de production et de distribution, ils vont avoir évolué. Donc, est-ce qu'ils sont plus coûteux? Est-ce qu'ils sont moins coûteux? Voilà, en tout cas, c'est de se dire, s'il y a bien du coup, dans ces moments d'instabilité, s'il y a bien des choses qui évoluent, c'est les seuils de rentabilité. Et le prix de ce que vous vendez va évoluer aussi sur le second semestre et encore en 2021. Mais on est trop tôt là, on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. Mais au regard des scénarios que vous avez posés fin 2020, en gros, qu'est-ce que me coûte ce que je vends? Voilà. Et est-ce que moi, j'ai capacité à agir sur mes prix de vente ou est-ce que je peux revoir mon offre ou pas? Et si je ne peux pas le revoir, qu'est-ce qui se passe effectivement sur mon solde de trésorerie et comment je vends, comment je finance le manque à gagner? Voilà. Est-ce que mon coût de distribution a augmenté, hein? Si je me suis rapprochée de mes clients, finaux, est-ce que du coup j'ai augmenté mon coût de distribution? Si j'ai investi dans de la communication, j'ai aussi augmenté mon coût de distribution. Voilà. Est-ce que j'ai le moyen d'agir sur mes prix de vente ou pas? En tout cas, je connais le prix de ce que je vends, qui n'est pas le même d'avant la crise, évidemment. Ça, c'est pareil, hein. Ça, franchement, faites-le faire. Et après, une fois que vous avez la solution, travaillez-le régulièrement, ça, parce que ça peut aussi bouger par rapport aux arbitrages que vous prendrez. Hein, quand on va avoir des arrêts de mesures de chômage partiel, à quel prix de vente vous allez, à quel coût de revient vous allez revenir. Pas prix de vente. Quel coût de revient vous allez revenir. Voilà, donc
quand on est en crise comme ça, vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de se concentrer. Alors, souvent, j'utilise le terme on passe dans un tunnel, hein, c'est-à-dire que c'est pas large et on n'a pas de lumière et c'est pas large. Mais néanmoins, il y a une entrée et une sortie au tunnel. L'enjeu, c'est d'atteindre la sortie. Donc, ça veut dire que c'est pas large. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des champs d'action, on n'a pas beaucoup de champs d'action, mais il y en a quand même. Et surtout, il fait noir. Donc, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais on commence à voir la lumière à la sortie. Donc, certes, on passe dans un tunnel, mais il y a une entrée et une sortie. Et l'enjeu, c'est d'en sortir. Mais pour en sortir, il faut agir. En fait. Voilà. Et c'était un peu ça. Et voilà, en tout cas, donc ça veut dire que les outils de pilotage sont aussi très serrés. 1, 2 outils de pilotage, ça suffit en fait. C'est pas la peine d'en avoir des milliards. C'est pas la peine. Voilà, sur cette partie pilotage, moi j'en ai terminé sur cette partie pilotage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors elle est plus technique, mais elle doit surtout conduire à l'action en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez une ou deux questions avant qu'on passe à une autre partie. Oui, moi, c'est Étienne de Scopelli. La question, donc nous, on n'a pas de plan de trésorerie aujourd'hui, du moins pas à ma connaissance. J'en avais parlé, tout le financement, le suivi du financement, du prévisionnel est suivi en particulier par un coopérateur qui par ailleurs fait de la gestion de patrimoine. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ça. Et son retour, et à l'époque, je n'avais pas insisté, c'est justement les plans de trésorerie, c'était quand même assez compliqué d'avoir une vision qui, alors, pas qu'il soit juste, mais quand même qui puisse être un peu représentatif de la réalité et de ce qui arrive. Et du coup, bon, moi, je n'avais pas insisté à l'époque. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on fait 100 plans de trésorerie, du moins au niveau du pilotage. Donc, je m'interrogeais. Alors, j'ai bien compris que de toute façon, le plan de trésorerie n'était pas censé représenter l'image exacte de ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est… Enfin, voilà, ça vaut vraiment le coup d'investir du temps là-dessus et est-ce qu'on peut vraiment avoir une image quand même un peu réaliste de ce qui arrive? Est-ce que ce n'est pas par nature faux à un horizon à un mois, quoi? Est-ce qu'on peut avoir un horizon vraiment de visualisation avec un plan de pilotage de trésorerie? Je m'interroge. Alors, je vais répondre d'abord d'un point de vue technique. L'avantage d'avoir un plan de trésorerie, même si on a une incertitude, parce que la plus grosse incertitude, elle est de ce qui va être dans les entrées de trésorerie, en fait. L'avantage du plan de trésorerie, quand même, c'est que mois par mois, il vous permet d'avoir une vision exacte des charges et des sorties de charges qui sont à régler. Parce que ça, vous les connaissez, en fait. Ça, vous les connaissez et c'est d'autant plus pertinent dans la période actuelle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, on est sur des reports de charges, sur des reports d'échéances d'emprunt. Donc, reporter, c'est vachement bien, mais reporter un jour, ça se paye, en fait. Donc, pour le coup, c'est de se dire quel est mon niveau de charge mensuel, intégrer les reports ou les décisions de report qu'on a prises il y a quelques mois. Oui. Donc déjà, ça permet ça d'avoir la vision. Et ça, pour le coup, c'est pas… alors, là où c'est… Quand on structure un plan de trésorerie, là où c'est long, c'est qu'il faut effectivement trouver la source d'information et savoir où est l'information. Qui détient l'information? Voilà. C'est le plus long, ça. Mais une fois qu'on a l'information, OK, on est bon. Et ça veut dire, ça permet aussi simplement de se dire, moi, je suis sur quel type de modèle économique? Je suis sur un modèle économique de charge fixe ou sur un modèle économique de charge variable? Et si je suis sur un modèle économique de charge fixe,
C'est bon la différence charge fixe, charge variable? C'est bon pour vous ou pas? Ouais. Charge Oui. fixe, hein, c'est quel que soit mon niveau d'activité, je paye mes charges. Ça veut dire que si on est sur un modèle de charge fixe, ça me donne aussi l'indication du minimum de chiffre d'affaires que j'ai à faire chaque mois. Et pour le coup, quelles sont les réflexions ou les décisions que vous pourriez avoir, notamment sur les créneaux d'ouverture, sur les modes de distribution à vos clients? Est-ce que du coup, le fait d'avoir cet élément-là, vous avez une partie des chiffres qui sont bons et une autre qui est plus aléatoire, mais seulement l'enjeu d'un outil comme ça, c'est qu'il doit vous emmener à la réflexion et à la décision. Est-ce qu'on augmente nos plages horaires? Est-ce qu'on va inciter le client? Est-ce qu'on va aller communiquer vers lui pour qu'il augmente son panier moyen? Enfin, qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on va avoir un niveau de charge qui va augmenter? Qu'est-ce qu'on fait? Si on a nos fournisseurs, quel va être aussi l'impact de nos fournisseurs sur notre modèle économique? Est-ce qu'on va devoir les payer plus vite? Est-ce qu'ils vont augmenter leur prix? Qu'est-ce qui va se passer ici sur nos charges variables? Qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, c'est quoi l'impact sur l'ensemble de nos charges de ce qui se passe sur le second semestre? Et où est-ce que nous, on doit réfléchir et décider? Ok, je crois qu'il y avait Fleur de l'Atelier des Langes qui avait une question également. C'est bon, ça a plutôt bien répondu. En fait, ça s'en rapprochait, mais du coup, c'est bon. Moi, je peux prendre la parole, Guillaume? Vas-y. Oui, pardon, je ne sais pas en fait si on lève la main avec la réaction ou je sais pas trop. C'était juste deux petites remarques par rapport à la question précédente. Ouais. La première, c'était pour aller vite, pour faire son premier plan de trésor. C'est juste de prendre son relevé bancaire et de voir juste l'antériorité des 6 derniers mois ou des 12 derniers mois. Et ça permet d'avoir déjà les flux. Comme ça, c'est fait. Il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, ça permet après, le mois d'après, on va 2 fois ou 3 fois plus vite à le faire et après, c'est hyper rapide. Et ça permet aussi de construire le budget plus facilement, de rien louper. Et surtout, en période de tension, avec soit votre banque, parce que quand vous n'avez pas assez de sous sur le compte, vous êtes sur une période de tension. Si à ce moment-là, vous négociez avec votre banque, vous êtes mal parti. Parce qu'ils vont dire, bah, vous ne nous avez pas prévenu. Et puis, dans 1 mois ou 2 mois, les problèmes d'argent vont se faire sentir dans les entreprises. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des financements étatiques. Donc, ça tient à peu près. Mais dans 3 ou 4 mois, les banques vont être beaucoup plus submergées par des appels de allongement des lignes de crédit, etc. ou des petits découverts qui ne plaisent pas forcément aux banques. Et donc, c'est pour ça que c'est l'intérêt de le voir. C'est au moins de dire, voyez, je sais que dans 2 mois et demi, je vais avoir probablement un peu plus de difficultés. Est-ce que vous pouvez m'accorder un crédit, une petite ligne de crédit complémentaire? Je l'utiliserai peut-être pas, mais au moins, vous êtes beaucoup plus fort pour négocier. Et par rapport à pareil, vos fournisseurs, de la même manière, dire à des bons fournisseurs, leur dire, est-ce qu'éventuellement, je peux avoir un petit délai là? Vous le demandez maintenant, vous avez plus de chances de l'avoir que dans 2 mois. Voilà. Parce que dans 2 mois, comme vous le dites, Vanessa, tout le monde va devoir payer parce qu'on reporte, mais c'est pas annulé, quoi. C'est juste reporté. Et donc, ça va être beaucoup plus sous tension dans 2-3 mois qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu, j'ai entendu une fois, je trouvais ça assez joli, l'image, un tremblement de terre. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, quelques heures, quelques jours qui suivent, les gens sont dans la coopération, il y a un calme qui se passe et les gens sont dans la coopération. Et c'est après que ça se dégrade. Parce qu'il y a des gens qui jouent plus le rôle, qui sont plus réglo, etc. Et là, ça crée beaucoup plus de problèmes. Alors, j'espère qu'on ne sera pas jusque-là, mais voilà, c'est juste un retour de. C'est intéressant ce que vous dites, Cédric, et si effectivement ça vient vraiment compléter ça par rapport aux parties prenantes externes, et on le verra dans la partie financement. Et aussi par rapport, ça avait été évoqué, cette notion de gouvernance et de décision tout à l'heure, mais quand on travaille sur des éléments, quand on est en temps de crise, on doit réfléchir et prendre une succession de décisions très vite, et parfois c'est compliqué. Et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi poser un cadre de réflexion et de décision sur des éléments factuels qui n'empêchent pas la discussion, mais au moins les bases de la discussion sont factuelles. Et pour le coup, ça peut aussi permettre une prise de réflexion ou de décision objectivée par rapport à des éléments factuels et moins émotionnels. Voilà. Voilà, peut-être, je voulais juste rajouter un petit truc. Pardon, Le plan de trésorerie, c'est peut-être que jusqu'à là, vous n'avez pas eu besoin
voilà, de solliciter des financements justement de besoins en fonds de roulement, en tout cas pour financer de la trésor, je pense que ça pourrait peut-être être le cas demain. Et ça sera de toute façon un outil indispensable pour bien comprendre, faire le diagnostic de la situation financière. Et ça sera un outil que vont vous demander toutes les banques, de toute façon, que ce soit des dispositifs exceptionnels mis en place par l'État, la région, etc. Ça va passer par voilà, l'actualisation d'un plan de trésorerie très serré. Et encore une fois, ouais, quelque chose de très simple. Enfin, et du coup, Cédric donnait aussi un éclairage du solde bancaire. Voilà, quelque chose de simple mais efficace. Voilà, pas une usine à gaz, simple et efficace. Le plus chronophage, c'est effectivement de le construire, mais après, on est sur quelque chose qui roule en fait, qui fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je n'ai pas son prénom, Scopelli, mince, Étienne. Étienne. Oui, très bien, merci, c'était très intéressant. Okay. Guillaume, on passe ou comment on avance ou il est 11h24, il nous reste une demi-heure sur cette partie-là, Guillaume? D'accord, ok, très bien. Ouais. Est-ce qu'on a bien fini sur la partie pilotage, plan de financement, du coup, enfin plan de financement, plan de trésorerie, on a bien fini? Ouais. Moi, il me semble qu'on a bien fait le tour. Après, il y a la question des ressources, quoi. Je ne sais pas avec qui peut aider à faire un plan de trésorerie. Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce qu'un expert comptable, c'est dans sa mission de pouvoir à un moment appuyer la création d'un plan de trésorerie ou c'est des choses qui se payent en plus? Enfin, voilà, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais il faut regarder ce qui est mentionné dans la lettre de mission de l'expert comptable. Et l'idée, c'est de se dire, qu'il peut être effectivement un appui à la construction. Voilà, mais soyez partie prenante de la construction de ce plan de trésorerie parce que finalement, vous connaissez un certain nombre de choses que connaît moins un expert comptable. Donc, ouais, travailler ça, voilà, soit avec un partenaire extérieur, expert comptable, voilà, mais pour avoir la trame. Et puis, voilà, ouais, bien sûr, ouais. Ça peut faire partie de leur mission. Il faut regarder leur lettre de mission, mais ça peut faire partie de leur mission. Mais ayez bien l'outil chez vous, hein, pas chez lui. Hein. C'est pas lui qui va piloter votre boîte. Hein. Ayez bien l'outil chez vous. Pilotez-vous, en fait. Hein. Ouais. Parce que s'il y a des décalages de règlement client, lui, il sera sur une autre mission. Hein. C'est bien vous qui allez devoir piloter ça. Et puis, comme le disait Cédric tout à l'heure, en rapprochant ça de vos soldes bancaires, etc. etc. Hein. Ouais. Oui, puisque ce que ça me renvoie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressources en interne de chaque projet. Hein. Voilà, un projet comme Scopelli, j'imagine qu'il y a, voilà, il y a peut-être un ou deux experts comptables qui sont à la fois partenaires du projet. Et puis, dans vos associations, vous avez peut-être mis en place voilà, un conseil d'administration, un bureau avec un trésorier. S'il a des compétences particulières, ça peut être le moment d'aller le chercher là-dessus et puis de co-construire avec lui cet outil. Ok. Du coup, on est sur le temps 3 qui suit effectivement des opportunités, alors qui est un temps, voilà, de se dire on pilote, on a projeté. Après, la question, c'est la question des opportunités et de faire, pas basculer, mais en tout cas d'agir sur le modèle économique. Et puis, ce temps 3, il va être aussi en préparation du deuxième atelier qui a lieu la semaine prochaine. Peut-être effectivement pour engager cette réflexion avec vous, c'est aussi de vous poser cette question de savoir si vous avez imaginé quelles opportunités peuvent s'offrir à vous en rebond, en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce que cette période ouvre aussi de petites lumières qui nous ramènent de la sortie de ce tunnel, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, identifié des opportunités ou déjà capté des opportunités sur ce temps-là? Voilà, faire du moment une opportunité, pour reprendre ce que vous avez dit. Oui, peut-être Cédric?
Oui, pardon. Oui, juste, c'est une idée parce que c'est ce qu'on a fait. On a fait un conseil d'administration un peu particulier dernièrement. Et juste, j'en ai profité pour, justement par rapport au Covid, de poser un certain nombre de questions type quelle démarche commerciale euh, pendant et après le Covid pour notre association, quelles sont les opportunités par service, et on a repris tous les services que l'on proposait auparavant et demandé au conseil d'administration qu'est-ce qui est possible de développer, qu'est-ce qu'il faut arrêter aussi pendant ce temps. Il y a des choses, bon, pendant le Covid, ça c'est sûr, mais le après, il y a des choses qui vont pas fonctionner, c'est sûr. Donc pour se focaliser sur les points les plus pertinents. Et c'était vraiment top. J'ai des gens dans le CA qui sont de milieux très différents. Et il y a eu plein d'idées. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez fait ou même que ce soit un groupe d'amis ou après des gens autour de vos structures. Ça peut beaucoup aider. Enfin, nous, ça nous a pas mal aidé en tout cas. Voilà. Voilà. Une idée, je vous donne juste une idée, nous, on réemploie du mobilier de bureau qu'on redonne à des associations, des structures. Et une des idées, c'était, bah oui, mais il y a beaucoup de, le travail va être modifié, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à la maison. Donc, il va peut-être avoir besoin de mobilier type une vraie chaise de bureau, mais chez soi, pas une chaise, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a le mobilier de bureau, plutôt que de le donner là, dans un cas particulier aux associations, c'est peut-être le donner aux particuliers, voilà, avec un format toujours où on fait travailler les chantiers d'insertion pour leur donner de l'activité sans casser tout notre système ou notre modèle. Mais c'est une idée, voilà, nous, on n'avait pas du tout pensé et qui est venue. On a dit, bah, tiens, c'est à la fois utile pour les gens et à la fois, ça donne une autre manière de travailler. Voilà. Ok. Est-ce que, ok. Vanessa, est-ce que tu souhaiterais des témoignages? Tu souhaites Bah, oui, s'il peut y en avoir, s'il peut y en avoir. Alors, en fait, l'idée, c'est de commencer à entamer l'atelier de la semaine prochaine. Je peux juste, au regard de ce que vient de dire Cédric, pardon, de illustrer un peu, voilà, comment on travaille autour des opportunités. Mais ouais, si après il y a d'autres témoignages, ça serait vraiment chouette parce que là, quand on parle des opportunités et de réinterroger son business, ouais, c'est intéressant aussi des témoignages. Vos témoignages sont intéressants. Donc, Donc, soit, voilà. Ouais. Il y a Simon du projet BAM qui propose. Ouais. Donc, ouais, juste pour vous situer, BAM à la base, donc c'est un projet qui vise à la création d'une entreprise d'insertion avec une offre de restauration d'entreprise. Donc c'est à la base soutenu par une association voilà, qui veut agir sur les champs de l'inclusion et du bien manger. On a mis en place une action là depuis 2 semaines. Voilà, c'était plutôt dans une deuxième phase du confinement. En partant du constat que voilà, BAM ayant une cible B2B, la prospection commerciale était mise en stand-by, un peu comme Cédric disait, avec des boîtes qui ont d'autres projets. Et est apparue la nécessité, qui du coup devient aussi une opportunité de préparer des repas pour des personnes en précarité. Donc qui répond complètement à l'objet de l'association Inclusion Bien Manger. Et puis voilà, donc du coup avec un vrai impact social. Et c'est assez intéressant parce que c'est venu très rapidement après une discussion qu'on a eue avec quelqu'un de Make Sense qui nous avait parlé de comment fédérer une communauté autour du projet. Et ce projet Confit Food de préparer des repas à destination des plus précaires permet justement de mobiliser une communauté autour du projet, autour de l'inclusion et du bien manger. Donc voilà, donc là c'est en train de se mettre en place, mais voilà, on se rend compte que, en tout cas, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu le projet, de le décentrer du projet initial, de dire ok, c'est une entreprise d'insertion avec une offre de restauration en entreprise, de l'ouvrir tout en continuant à répondre à l'objet de l'association. Voilà, donc en fait, ça peut être enfin, pour nous, en tout cas, c'est une belle opportunité pour créer de l'impact social et pour fédérer une communauté. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de bosser là-dessus.
Merci. Il y a Anthony de Beautiful qui souhaitait nous partager quelque chose. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas Beautiful, nous, on est une association qui a pour but de promouvoir et développer l'agriculture urbaine. Alors nous, cette crise, à la fois, elle est révélatrice en fait des enjeux de l'agriculture urbaine, puisque nous, on est convaincus depuis la création de l'ASSO en 2015 que c'est un outil de résilience. Et on a constaté comme jamais en fait que les gens étaient en recherche de plantes, de graines, de conseils, d'outils, de ressources. Et nous, en fait, là où ça colle, je dirais, un peu avec notre actualité, c'est qu'on a fait évoluer, en tout cas, on est en train de faire évoluer le projet associatif. On avait une AG au mois de mars, enfin début mars, juste avant la crise. Et on s'était fixé 3 axes en fait, dont les 2 premiers sont les plus importants, c'est-à-dire rendre plus accessible en fait ces pratiques, donc tous les outils qui vont avec, et aussi parler d'inclusion. Donc Simon en parlait également, et on a aussi détecté une envie d'agir en fait. Donc je reviens sur cette idée de fédérer une communauté, puisqu'effectivement on se rend bien compte qu'on n'est pas tous égaux par rapport à cette capacité de résilience. Donc voilà, on entend effectivement de plus en plus parler comme quoi dans certains quartiers prioritaires, notamment, il y a une aide alimentaire qui devient de plus en plus importante. Donc voilà, nous, on voit vraiment cette crise comme un révélateur en fait de nos besoins de revenir à des modes de consommation beaucoup plus locaux et revenir à une forme d'autonomie, au moins sur une partie de notre alimentation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un drive qui est en train de se mettre en place au Solilab. Donc, on est en train de réfléchir avec le kiosque paysan pour, pourquoi pas, fournir des plantes. Donc, au départ, on va commencer par des choses très simples, donc fournir des plantes aromatiques, des choses qui sont simples à cultiver ici au Solilab. Donc, et on a une belle communauté de bénévoles là, qui sont très motivés par le projet. Donc, on va s'appuyer en majorité sur eux pour expérimenter pendant ces 3 mois de drive paysan la fourniture de plantes voilà, potagères et principalement aromatiques, voire plus tard médicinales. Ok, merci. Donc une opportunité de répondre à des nouveaux besoins ou pour fédérer effectivement une communauté. Est-ce que peut-être les coursiers nantais ou Tête Haute peuvent apporter un peu leur témoignage? Oui, je suis désolé, j'ai perdu la webcam en cours de route pour Tête Haute, mais je suis là avec vous, hein. Sur la question des opportunités, chez nous, ça a été l'occasion de tester quelque chose qu'on regardait depuis un petit moment, mais qui était la mise en place d'un e-shop et d'aller vers plus de numérisation pour notre activité de commercialisation des bières. Donc voilà, ça nous a donné un petit coup de pied aux fesses, le Covid. Donc on s'est penché sur la question. Alors ça a mis un petit peu de temps pour se mettre en place, mais on est content d'avoir pu développer ça. Et avec le recul, c'est quelque chose qu'on avait réservé voilà, dans la gestion de cette crise. On ne l'avait pas spécialement mis en urgence, mais avec le recul aujourd'hui, je pense que ça aurait été bien de le développer très rapidement parce que c'est une vraie sécurisation financière en plus et ça permet d'apporter au niveau de notre communauté une preuve de capacité à s'adapter aussi et à inventer des nouvelles solutions, de mettre à disposition des nouvelles solutions en cas de turbulence, quoi. Donc c'est aussi un signal intéressant, je trouve, pour ceux qui sont autour de nous. Merci. Et peut-être, Samuel, donc toi, tu penses que c'est des choses que vous avez mis en place et qui vont se prolonger durablement ou c'est une réponse très temporaire? Chez Tête Haute? Oui. Ouais. Eh ben non, là en fait on fait une période d'observation avec pour l'instant un module qui nous coûte pas trop cher en fonctionnement pour tester à petite échelle. Et après on a développé un système de livraison
assez centralisé autour de l'unité de production. Mais on a envie de le pérenniser et plutôt de tester ce modèle-là pour aller explorer des marchés qu'on n'a pas osé aborder encore aujourd'hui, en fait. Donc, c'est une façon, voilà, c'est un nouveau canal pour nous et en fait, c'est l'occasion de l'essayer pour tester des choses de façon assez souple. Donc, je pense que ça va être pérennisé par la suite. Ok, merci. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir ou je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions à ce qui est présenté là? Oui, moi c'est Étienne Scopelli. Non, nous, ce que je voulais juste souligner, c'est effectivement sur le côté résilience, on sent aussi chez nous que les coopérateurs sont sont particulièrement motivés et il y a une forme de satisfaction, presque de fierté d'appartenir à un mouvement comme ça qui essaye de promouvoir autre chose. Et depuis longtemps, enfin, je veux dire, et on sent aujourd'hui le débat, alors je ne sais pas s'il perdurera autour de justement la relocalisation, les changements de mode d'alimentation en particulier, puisque nous, c'est surtout sur ce sujet-là qu'on est. Et nous, moi, en termes d'opportunités, ce que je souhaiterais, c'est que justement, on puisse après, nous par exemple, mais également pour d'autres membres de l'ESS, ce serait intéressant, participer à, ou promouvoir même un débat autour de ça. Enfin, en tout cas, prendre notre place dans le débat qui s'annonce, enfin, j'espère, et qu'il aura vraiment lieu, sur justement tous les enjeux de relocalisation, de santé, d'environnement. Et pour moi, là, il y a une opportunité que j'espère qu'on arrivera à saisir parce qu'on a aussi d'autres sujets sur le feu. Mais voilà, ce sujet-là, c'est-à-dire vraiment de participer et de au moins montrer notre exemple en termes d'alternatives, nous et d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui serait bénéfique, d'une part pour nous en termes d'activité, mais en général pour la société. Voilà. Ça marche. Les interventions sont libres. Hein. Je ne sais pas si… Je vais demander si les coursiers nantais les coursiers nantais étaient encore avec nous. Vanessa, je te laisse peut-être reprendre la main et puis peut-être, je ne sais pas si on approche de la fin. Ou… Oui, ben, en tout cas, c'est à l'image de screener juste pour amorcer, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais pour amorcer l'atelier prochain de la semaine prochaine, et aussi en la présence de France Active, tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, en fait, c'est de dire, c'est extrêmement intéressant quand on parle, effectivement, qu'on parle de relance, de reprise, de rebond, d'opportunité, enfin, c'est tous ces mots qui sont utilisés aujourd'hui parce qu'effectivement, on n'est pas impacté au même moment et de la même manière dans cette crise. Alors après, on peut utiliser tous ces mots-là, mais ce que vous venez d'exprimer et qui me semble quand même extrêmement important, c'est que vous avez des projets et des structures qui sont nées d'abord sur des notions de valeur et de sens extrêmement fortes, hein, extrêmement importantes. Et puis, vous avez aussi construit votre activité sur ce qu'on appelle un cœur business, en fait, hein, un vrai savoir-faire, un vrai cœur business. Ben voilà, on est des brasseurs, on est un distributeur de produits alimentaires relocalisés en proximité, et on le fait avec des valeurs et avec du sens. Et effectivement, quand on travaille sur ces notions de relance, de reprise, de rebond, d'opportunité, enfin tous ces gros mots-là, c'est de se dire d'abord en premier temps, je pense, est-ce que les valeurs et le sens qu'on a mis à la structuration de notre projet, est-ce qu'on revient dessus? Alors, ça peut paraître une question un peu anodine,
N'empêche qu'à un moment donné, c'est aussi la première question qui est peut-être à se poser pour socler aussi la manière dont on va se relancer et dans la manière dont on va organiser notre reprise. Et juste pour exemple, en fait, l'entreprise que je vous citais tout à l'heure, elle travaille sur l'inclusion et sa mission première qu'elle a mis au centre de son activité, c'est le développement des emplois inclusifs sur le territoire. Et la première chose qu'en fait, les acteurs internes, le conseil d'administration, le CSE, la direction et les cadres ont posé, c'est de se dire notre cœur de mission ne bougera pas. On maintient notre cœur de mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, quel que soit l'impact de cette crise, nous ne braderons aucun emploi sur notre activité. Nous allons mettre en œuvre les moyens et les outils pour passer. Nous ne reviendrons pas, nous affirmons plus que jamais notre mission d'inclusion et sociale sur le territoire. Alors, ça peut paraître incroyable, mais c'est juste effectivement quand on se repositionne sur des activités, sur la base de quoi on le fait et sur quel socle on va le faire, quelle valeur, quel sens, et ce qui a été affirmé il y a 1, 2, 5, 20 ans, est-ce qu'on est toujours là-dessus? Et quel est notre cœur business, sur quoi effectivement notre business se socle? Donc, c'est ce qu'on pourrait mettre ici. Après seulement, quand on parle effectivement relance, rebond, reprise, c'est est-ce qu'on va aller chercher, c'est ce que disait tout à l'heure Samuel de tête haute en fait, c'est-à-dire qu'on est allé chercher nos clients finaux, on a simplement dans cette crise, alors simplement c'est un gros effort, hein, c'est un gros travail, hein, je reprends ce mot-là, je l'enlève, quand on parle effectivement d'opportunités, on est allé plus loin, on est allé chercher le client final, mais on n'a pas remis en cause notre système de valeurs et on n'a pas remis notre cœur business. De la même manière quand on travaille sur notre offre. Donc ça, c'est extrêmement important et après, je vais m'arrêter là, mais quand on travaille sur ces questions-là, c'est sur la base de quel socle on va effectivement saisir des opportunités. Et ça, c'est extrêmement important d'aller les réaffirmer aussi parce que si vous mettez vos parties prenantes internes et externes dans votre plan de reprise ou dans votre plan de rebond, ça va être autour de quoi en fait? Autour de quel socle vous allez les capter et les mobiliser. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est de là-dessus qu'on partira la semaine prochaine, mais c'est exactement ce que vous venez de dire. Et c'est extrêmement important, surtout dans une crise hein, où on a tendance où on peut vaciller un peu, le socle extrêmement important parce que c'est ce qui nous tient encore debout. Après, on peut aller agir ici sur nos clients, aller les chercher, se rapprocher d'eux, etc., revoir notre offre, mais au centre, hein, sur quoi on est stabilisé ensemble. J'arrête là parce qu'autrement, on va passer l'atelier 2, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. Ouais. Merci. Peut-être Margot, une petite question? Ouais, c'est toujours pas de question, mais juste un commentaire. Non, juste sur, je sais pas si j'appellerais ça une opportunité, mais en tout cas, en parlant de parties prenantes, nous, on a été recontacter tous nos financeurs, notamment des financeurs en fait qui nous avaient soutenus plutôt sur de l'investissement et qui aujourd'hui ont accepté en fait de réfléchir une partie des fonds qu'ils nous avaient versés pour pouvoir les passer en fonctionnement. Et du coup, c'est juste voilà une remarque pour dire qu'il y a peut-être quelque chose, que c'est peut-être important aussi de recontacter les financeurs, qu'il y en a qui sont vraiment aujourd'hui dans une position aussi de soutien et d'aide. Donc, voilà, c'est tout. C'est expérience vécue. Ouais. Merci. On peut prendre une ou deux questions ou interventions avant de conclure. Oui, peut-être François? Oui, désolé, tout à l'heure, tu m'as dit que je devais participer à un moment donné. J'ai peut-être loupé le moment, j'ai reçu un coup de fil d'un client, je suis désolé. Il n'y a aucun souci. Donc c'est bien ça, j'ai loupé le moment où je devais parler.
Donc, je voulais un peu présenter, nous, la façon à laquelle on avait réagi face à la crise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on fait de la livraison à vélo, vélo cargo, vélo remorque. Suite à la crise, on a perdu rapidement les restaurants avec qui on travaillait, évidemment, euh, qui faisaient une partie de notre chiffre d'affaires. Et on a perdu aussi, enfin, on a pris la décision de fermer tout ce qui n'avait pas d'intérêt en tant que première nécessité, c'est-à-dire les déménagements, par exemple, qu'on pouvait faire, ce genre de service qui était pour nous quand même très simple à réaliser. Et on a gardé seulement la livraison de courses quotidiennes. Et c'est alors qu'on a pris la décision assez rapidement de créer une plateforme, une marketplace, comme on l'appelle, pour que les commerçants et artisans puissent proposer toutes leurs marchandises dessus, que ce soit une épicerie, que ce soit un caviste, que ce soit un boulanger, mais aussi une partie des services, parce que on s'est dit, c'est très bien que les commerçants et artisans puissent proposer leurs marchandises, mais il y a encore des services de nécessité. Tout simple, on a un opticien qui propose la réparation de lunettes. Alors, il vend pas des lunettes, mais il propose la réparation. Et oui, parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec des lunettes de cassées, c'est compliqué de les réparer. Et vivre sans lunettes, je sais ce que c'est un peu compliqué aussi. Donc voilà, c'était un peu pour spécifier aussi ce que nous, on a réussi à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui prend un peu d'ampleur. Demain, c'est le marché de Talensac, par exemple, qui va rejoindre notre plateforme. Donc c'est pour dire un petit peu à quel point ça a pu plaire, c'est plutôt sympathique. Donc ce qu'il y a de bien dedans, c'est qu'on assure aussi donc les services, le service de livraison, mais aussi un service partenaire, avec l'objectif d'avoir une plateforme qui à terme appartienne non pas seulement à nous, la partie logistique, mais aussi aux commerçants artisans, pour qu'ils en tirent le bénéfice et qu'ils choisissent également la stratégie vers laquelle va évoluer la plateforme. Et si possible, que ça appartienne également aux consommateurs, dans la mesure où ce serait une logique et une réelle rencontre de l'offre et de la demande. Voilà un petit peu, pour faire très bref, ce qu'on a réussi à mettre en place pour éviter justement d'être trop perturbé par tout cela, tant que ce soit sur la partie économique, mais aussi la partie sociale qu'on essaie de mettre en place. Merci François. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques ou interventions, je vous propose qu'on s'arrête là. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant sur à la fois les contributions et puis les questions que ça pose sur voilà, dans les témoignages qu'on voit qu'il y a des pivots qui ont été faits. Est-ce que c'est des pivots dans votre activité, dans vos modèles économiques qui sont temporaires ou plus durables? C'est une question intéressante. Voilà, et puis je pense, Vanessa, l'idée c'est de poursuivre donc la semaine prochaine, aller un peu plus loin sur la question de construire ou réadapter son modèle. Donc construire c'est ça. un scénario choisi plus que subi. C'est ça. Voilà, donc je vous rappelle que la semaine prochaine, donc c'est jeudi prochain, on aura également un intervenant de France Active qui viendra compléter et puis apporter aussi sa vision, ses conseils, et puis qui viendra aussi, ce sera l'occasion de lui poser la question là, sur les outils qui peuvent être mis en place en termes d'appui aux acteurs de l'ESS, en termes de soutien aux structures, en termes d'accompagnement. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place comme un DLA collectif là, pour des acteurs de l'ESS. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Peut-être vous dire également qu'on va rapidement, donc demain ou dans les prochains jours, vous envoyer un tout petit questionnaire très simple là, sur l'atelier qui va nous permettre de savoir si ça a répondu à vos attentes et puis de réactualiser avec peut-être
vos besoins, vos attendus sur le prochain atelier. Donc voilà, merci d'y répondre aussi. Vanessa, un petit mot de la fin ou... Non, bah merci à vous, parce qu'effectivement, ces ateliers, et notamment celui-ci, n'a de sens et de richesse que parce qu'il est enfin, voilà, illustré de vos expériences, de nos échanges, de vos échanges et de vos prises de parole. Donc, ça a été assez large, et notamment dans ces périodes, Voilà. Donc, non, merci à vous beaucoup. Ouais. C'était passionnant. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Bonne fin de semaine. Merci Vanessa, Guillaume. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Vanessa. Merci Guillaume. Bonne journée. Merci.